ni électrique, ni de cigarette, donc il ne devrait pas y avoir de feu. C'est jamais. On me dit quand on peut commencer. C'est bon. Geneviève, tu veux... Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Et puis surtout merci à OP2 de nous accueillir dans ce lieu. On est un certain nombre et en fait ça fait très plaisir que vous soyez là. Alors déjà on n'est pas encore à la fin du mois de janvier, pas tout à fait. Donc je vous souhaite une bonne année 2025 à tous et à vos proches. Alors je ne vais pas être très longue, puisque en fait on m'a dit que j'avais 2 minutes. Alors je vais peut-être déjà utiliser mes 2 minutes. Hein. Donc, présentation de WI. Donc WI est un comité d'Evolen. Alors je pense que beaucoup dans la salle le savent, nous connaissent. Et nous faisons la promotion de la place des femmes dans nos entreprises de l'énergie, donc dans les entreprises adhérentes à Evolen. Alors pour ça, on a 4 actions. On a une action comme ce soir, un événement de témoignage, de table ronde. On a aussi du mentorat que l'on a lancé. Ça va être la 6e, je suis en train de marcher sur le câble. C'est la 6e session qui va commencer. On a une action d'enquête tous les 2 ans sur la place des femmes dans nos entreprises, dans notre industrie. Et on a enfin la 4e action, c'est le WI Award. C'est un prix que l'on remet à une société qui a particulièrement promu la place des femmes dans son entreprise. Donc voilà. Alors juste une petite pub quand même, avant de passer la main. C'est le 5 février prochain, notre prochain événement chez BCG sur le renouveau du nucléaire. Donc c'est un thème complètement différent, avec 3 femmes d'ailleurs, et puis un homme, Alain Morvan, qui a été le directeur de Flamanville 3. Voilà, et ça se passe donc chez BCG, vers la Porte Maillot. Donc, à vous. Merci. Merci. Merci Geneviève. Bonsoir à tous et meilleurs vœux. Donc, effectivement, on est encore en janvier. Donc tout d'abord, on te remercie Geneviève, on remercie WI Evolen et puis nos 4 intervenants pour avoir accepté cette table ronde et été moteurs à la fois dans la préparation et puis aujourd'hui dans la réalisation. Donc, cette conférence va durer 1 heure, on va avoir 45 minutes d'échange entre les intervenants et puis ensuite ce sera 15 minutes de questions-réponses libres avec l'Assemblée. Donc c'est un événement qui est filmé, il est retransmis en direct, nous ne ferons que des prises de dos pour préserver votre anonymat. C'est important. Donc, oui. Nous, on a signé. Vous avez signé, effectivement. Juste pour nous assurer une bonne qualité du son et permettre une retranscription idéale, si vous pouvez mettre vos portables en silencieux, rester silencieux jusqu'aux questions-réponses, parce que les micros sont assez sensibles. Voilà. Donc ce soir, nous allons parler de projets innovants, d'impact positif et de leadership féminin. Donc c'est des thématiques qui sont au cœur de notre métier chez OP2, puisque les innovations d'aujourd'hui sont les projets de demain, que les projets industriels majeurs ont nécessairement un impact sociétal et environnemental qu'il faut prendre en compte. Et puis, face à la complexité croissante des projets, la diversité apporte des différences de points de vue et des approches nouvelles qui sont à la fois des clés de réussite, mais qui peuvent aussi être des sources de questionnement, des inquiétudes, voire des difficultés, des nouvelles difficultés à appréhender. Donc chez OP2, nous sommes construits justement grâce à cette diversité, à la diversité de nos profils, à la fois à travers la mixité de nos consultants, les secteurs industriels d'origine, les pays d'intervention dans lesquels on a œuvré. Et notre action, on la centre sur des projets à impact positif. Et à ce titre, on a d'ailleurs un portefeuille de clients qui est évalué chaque année par un cabinet extérieur. Donc nécessairement, quand on évoque l'industrie et l'énergie, notre regard va se tourner vers les grands acteurs de la transition énergétique, vers le renouvelable, vers l'hydrogène et vers le tissu industriel français qui s'anime dans cette transition. C'est pourquoi aussi aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir 4 professionnels engagés sur des projets complexes et d'avenir,
qui sont là pour partager leur expérience, leur vécu en tant que femmes, en tant que manager de projet, en tant que manager ayant eu des femmes dans leurs équipes. Et donc nous accueillons ce soir Cécile, Pierre, Carolina et Bérénice. Et merci d'être là. Merci. Merci. Alors, avant de vous laisser la parole, je vais commencer peut-être par une petite bio de chacun, rapidement, pour vous situer. Donc Cécile, toi tu es en charge du développement de projets hybrides d'énergie renouvelable chez Total Energy. Tu es ingénieur des procédés de formation, tu travailles dans le secteur de l'énergie depuis 15 ans, d'abord en opération au Moyen-Orient, ensuite tu as fait de la gestion de projets dans l'industrie pétrolière et gazière, et notamment tu étais sur des projets transverses qui nécessitaient de la conduite du changement. Aujourd'hui tu élargis ton expertise à des nouveaux domaines énergétiques pour accompagner la transition, et dans nos échanges préalables, tu m'as dit être convaincu du pouvoir de l'intelligence collective pour y parvenir. On aura l'occasion d'en parler. Parfait. Pierre, donc toi tu es vice-président projet chez OneTech. Donc ça c'est l'ingénierie intégrée de Total Energy. Tu as débuté ta carrière en tant qu'ingénieur structure pour une filiale de Technip, évolué rapidement vers des postes de gestion de projet principalement au Moyen-Orient. Et depuis 1996 tu es chez Total Energy. Tu as occupé des postes de directeur de projet en filiale et de direction générale, notamment en Indonésie, en Argentine, au Nigeria, au Congo, en Ouganda. Donc beaucoup de pays, beaucoup de cultures différentes. Tu rejoins le siège en 2021 avec la nouvelle entité de OneTech pour apporter ton soutien à tous les projets, à toutes les branches et dans toutes les énergies. Carolina, Oui. donc CTO adjointe chez Rely, une joint venture entre Technip et John Cockerill qui est dédiée à l'hydrogène vert et au Power-to-X. Oui. Donc tu pourras d'ailleurs nous expliquer en quoi ça consiste. Je vous expliquerai. Donc tu es ingénieur en génie chimique, tu es passionné par la transition énergétique, tu as une expérience riche qui va des procédés industriels à l'innovation dans divers postes sur les 4 continents. Et une de tes convictions, c'est que la diversité est un moteur d'innovation. Et enfin Bérénice. Donc Bérénice, toi tu es directrice de la décarbonation et d'innovation chez Fréquin, qui est un groupe familial français qui est le leader de la location de véhicules industriels. Tu es ingénieur également, tu as plus de 10 ans d'expérience dans le secteur pétrolier et gazier. Et puis progressivement, tu as orienté ta carrière vers des projets à fort impact. Tu es passionné aussi par l'innovation, par la transition énergétique, et tu t'investis aujourd'hui sur des projets innovants liés au transport durable. Exactement. Donc tout ça est bien juste. On avait bien préparé. Bien évidemment. Donc je vous ai présenté très rapidement. Ce que j'aimerais maintenant, c'est peut-être prendre 5 minutes pour que chacun d'entre vous décrive brièvement les projets sur lesquels vous travaillez, l'impact positif qu'ils représentent, vos motivations, etc. Peut-être commencer par Bérénice. Oui, donc comme tu le disais, je travaille chez Fréquin. Donc Fréquin, c'est un loueur de véhicules professionnels. C'est un secteur très émissif. J'utilise l'innovation pour décarboner le secteur du transport. C'est un des secteurs où aujourd'hui il y a d'énormes enjeux, en tout cas sur la partie émissions de carbone. Donc des véhicules professionnels, on a des camions grues, des camions bennes, des camions de livraison, frigo, voilà, pour tous les métiers, on va dire, qu'on a autour de nous. La flotte de Fréquin, c'est 60 000 véhicules, principalement en Europe. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui sont à énergie alternative. On est beaucoup sur des véhicules thermiques. Et donc, mon objectif et mon enjeu, ça va être de transformer cette flotte pour qu'elle n'ait plus aucune émission d'ici une dizaine d'années. On verra les plannings dans les projets, ça shift toujours un petit peu, mais voilà. Et changer la motorisation d'une flotte de 60 000 véhicules pour une entreprise, ça change tout. Ça change la façon dont on opère, ça change la relation, les fournisseurs qu'on a, ça change la façon dont on va interagir avec nos clients, les services qu'on va leur proposer, mais aussi notre modèle économique. Donc ça change vraiment tout. Et donc il faut gérer tout ça pour avoir cette ambition pour décarboner le transport. Voilà. Merci. Cécile ? Oui, alors donc moi je travaille chez Total Energy et Total Energy a une ambition également dans la production d'électricité décarbonée. Et donc moi je travaille les schémas de production électrique décarbonée de demain. Donc le développement de champs renouvelables à grande échelle, combinant à la fois du solaire, de l'éolien, du stockage batterie. Et également aussi l'intégration, je dirais, de cette production dans les réseaux, dans nos réseaux électriques existants.
parce qu'il y a aussi des challenges sur ce sujet d'intégration de sources d'électricité intermittente dans des réseaux électriques qui n'ont pas été conçus pour ça. Donc dans mon poste précédent, je défrichais des schémas d'hydrogène vert. Donc tous ces schémas sont nouveaux. Hein, les schémas, le gigawatt de renouvelables, c'est nouveau, ça n'a pas été fait dans l'industrie. Et donc, ce qui est clé, en fait, c'est de les étudier pour pouvoir mobiliser les différents acteurs de l'industrie et voir la réalisation de ces projets à moyen terme. Merci. Eh ben, puisque Cécile a fait la transition, elle en a parlé un peu. Moi, je travaille dans Rely, qui fait du Green Hydrogen and Power-to-X. En fait, le projet à l'impact positif que j'ai fait il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'était le project management de la création de la société Rely, qui est une joint venture de Technip Energies et John Cockerell. Donc, pour but de vraiment accélérer ce déploiement de green hydrogen, l'hydrogène vert et molécules dérivées, qui est Power-to-X. Donc, c'est tout ce qui est molécules dérivées de l'hydrogène vert. Donc, ça pourrait être e-méthane ou méthanol ou e-SAF, par exemple. Et vraiment d'accélérer ça. Et je suis vraiment très fière de la création de cette compagnie, puisque même pas 1 an après sa création, on a gagné le 2e projet plus grand au monde de l'hydrogène vert pour créer de l'ammoniac verte en Inde. Donc, on est déjà en pleine vitesse. Et aujourd'hui, je suis donc CTO adjointe de Rely et mon projet, c'est vraiment de bâtir un portfolio de technologies et d'innovation au sein de Rely. Comment on fait ça? Eh ben, nous avons une plateforme d'innovation qui est créée pour créer de l'innovation en partenariat avec nos partenaires technologiques. Et je suis fière de dire que nous avons quand même réussi à avoir une dizaine de projets technologiques très innovants dans cette plateforme de collaboration d'innovation. Donc, pour ceux qui ont fait innovation en collaboration, ce n'est pas le plus simple avec d'autres partenaires. Et aussi, on a réussi à monter une culture d'entreprise, puisqu'on est nouveau, qui est très curieux et qui a beaucoup d'appétit dans la technologie. Donc, voilà. C'est passionnant, c'est technique, Ouais. c'est des projets à impact. Pierre, toi, dans ton poste, des projets comme ça, tu en as eu une multitude aussi. Ce qui est intéressant ce soir, c'est ton implication dans une démarche qui te passionne et pour laquelle tu es là. Oui, effectivement, je ne vais peut-être pas pouvoir parler de projets super innovants. J'en ai fait beaucoup, des projets. Des impacts positifs, ça dépend ce qu'on appelle positif. Ça sera un autre débat. J'ai la chance aujourd'hui de toucher à d'autres projets que les projets oil and gas. Mais j'ai la fierté de l'oil and gas également. Non, c'est parler plus de ma découverte du réseau Twice. Et ça fait au moins 10 à 15 ans. Twice, c'est quoi? C'est un réseau pour finalement discuter et faire du mentoring avec des femmes, en règle générale, sur leur carrière, sur des problématiques éventuellement d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et moi, ça a été une vraie découverte. Alors, je vais dire une bêtise, j'ai découvert que les femmes, c'était pas pareil que les hommes, professionnellement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai découvert qu'on n'avait pas on n'avait pas forcément les mêmes références, on n'avait pas les mêmes freins, et que c'était complètement déstabilisant pour des hiérarchies masculines d'entendre des femmes qui disent « mais ça, je ne suis pas capable de faire » ou « ça, je ne l'ai pas fait ». Et donc, en fait, ça bloque énormément de choses. Donc, ça m'a passionné. J'ai trouvé qu'en tant que mentor, j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que je n'ai pas eu la même relation en termes de gestion de carrière avec les femmes avant et après. Et donc, c'était un petit peu dans cet axe-là, ces témoignages, qu'il y a une vraie réflexion à avoir dans la société sur comment on gère, comment on écoute, en fait, ce qui appartient à des carrières féminines par rapport à des carrières masculines. Et je trouve que c'est assez passionnant et je pense qu'on peut discuter là-dessus, quoi. Effectivement. Tu as quelques chiffres à nous partager dans ton entité? C'est ce que j'appelle la dictature du chiffre. C'est terrible, en fait. Parce que oui, on a progressé. Je peux présenter un dashboard
où on se retrouve avec, dans l'entité projet, 170 personnes, on a 32% de femmes. C'est super génial, c'est top. On fait beaucoup mieux qu'avant. Mais je vous dirai après, moi je suis un petit peu triste parce que derrière ces chiffres-là, il y a une réalité qui n'est pas forcément aussi jolie, notamment sur des postes tenus par des femmes en termes de management, chef de projet, chef de package. Là, on voit même une régression. Je vois Geneviève en face de moi. J'ai pas la Geneviève voilà. Et ça me gêne beaucoup. Donc 32% de femmes et dans je dirais dans les positions managériales, 27%. Alors c'est bien, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, à mon sens. Alors du coup, je me tourne vers vous parce qu'on parle de vos engagements, des réussites sur des projets techniques. Pierre, on parle de la faible part des femmes dans ces rôles finalement et de la difficulté à les promouvoir. Ça appelle à une question. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir choisi une carrière masculine et qu'est-ce qui a motivé vos choix? Alors, est-ce que je peux commencer? Parce que pour moi, c'est un peu par hasard que je suis tombée là. Mais je vous raconte l'histoire. Donc, déjà, je trouve que le métier technique, je suis dans le métier technique dans le monde des énergies et je trouve que ce métier est un métier très ouvert à toutes les diversités hommes-femmes et aussi multiculturelles. Comme vous le savez, puisque vous êtes dans des entreprises d'énergie, c'est un problème technique qu'on essaie de résoudre ensemble. Donc, tout de suite, très, très rapidement, on oublie à quoi on se ressemble ou si on est homme, femme ou de quelle couleur, etc. Si on arrive à résoudre un problème technique, c'est bon, on est bon. Donc, je suis assez à l'aise dans ce métier technique là-dessous. Et après, comment est-ce que je suis arrivée là? En fait, je suis indonésienne et donc j'ai fait mon éducation en Indonésie jusqu'à que j'étais en collège. À l'âge de 15 ans, mes parents ont été expatriés en France, à Paris d'ailleurs, et je suis arrivée dans une école internationale. Donc du jour au lendemain, je devais comprendre, essayer de parler des autres langues et avoir tous ces mondes différents autour de moi. Et c'est comme ça que j'ai tout de suite accroché aux chiffres, à la mathématique, aux choses que je connaissais bien, qui est universelle. Et j'aimais beaucoup ça en plus. Donc c'est pour ça que j'ai ensuite naturellement continué dans une éducation technique, ingénierie. Après, j'ai choisi la génie chimique, puisque quand même, en proportion, il y a plus de femmes dans le génie chimique que dans le génie mécanique, par exemple, à cette époque. Donc j'ai aussi très, très apprécié l'internationalité que j'ai appris dans l'école internationale. Et je voulais continuer ça. Et je savais que dans le monde d'énergie, on pouvait avoir cette atmosphère. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans ce métier-là. OK, des fois, il y a des occasions, par exemple, sur chantier, on n'est pas beaucoup de femmes. Mais je reste quand même confiante et confortable à ma place. Et c'est vrai qu'être différent, ça pourrait avoir des avantages parce qu'on est visible. Ouais. Voilà. C'est une bonne façon. Mais moi, si je peux rebondir, j'ai pas la sensation d'avoir choisi une carrière masculine, mais j'ai choisi une carrière que peu de femmes choisissent. Donc, par définition, il y a plus d'hommes. Mais c'est pas une carrière masculine en soi. Et pour le coup, moi, c'est mon prof de maths de seconde qui m'a dit écoutez, Bougard, parce qu'il m'appelait comme ça, écoutez, Bougard, des livres, vous pourrez en lire sur votre temps libre, des maths, vous en ferez plus si vous les faites pas en cours, donc continuez, faites des maths. Voilà, j'ai fait ça. Et puis ensuite, ça me plaisait aussi. Hein, et puis on se retrouve en école, en prépa, en école d'ingénieur, et puis on fait leur métier d'ingénieur, donc voilà. Donc on se retrouve là-dedans, pas tellement parce que c'est une question d'homme ou de femme, parce que c'est la suite logique. En fait, voilà. Et puis j'avais aussi envie de voyager, etc. Donc bref, tout ça s'est fait un petit peu par hasard, et donc je me suis retrouvée dans cette carrière technique dans une industrie oil and gas. Donc un petit peu effectivement par suite logique, mais par contre là où c'est vrai que c'est important, et ça rejoint un petit peu ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné il y a moins de femmes, c'est que
cette expérience-là, elle se fait à un instant T. Et parce qu'il y a peu de femmes qui choisissent ces carrières ou ces voies-là, au bout d'un moment, ça pose problème. C'est-à-dire que quand on a, je pense qu'on est toutes ingénieurs, on a toutes fait des carrières avec un début, en tout cas industriel, on a appris beaucoup de choses. Et cette légitimité-là, si on ne l'a pas, c'est beaucoup plus difficile ensuite d'aller vers d'autres types de postes. Moi, aujourd'hui, je suis dans l'innovation et la décarbonation. On trouve beaucoup plus de femmes. Par contre, pas forcément avec le même bagage, et donc pas forcément la même légitimité. Et donc, ça permet ensuite d'aller vers ce type de carrière, mais pas avec la même facilité, si je puis dire, ou le même impact. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes, je pense, à noter. Donc voilà, donc pas un choix vraiment conscient et pensé d'aller vers des choses parce qu'il y avait plein d'hommes qui choisissaient ça, mais c'est vrai que ça donne une vraie légitimité pour aller dans cette voie-là. Oui, exactement. Alors, ce qui est génial, c'est la confiance et la passion que vous véhiculez. On commence aussi à mieux comprendre votre carrière et votre progression. Est-ce que Pierre, malgré les chiffres et la dictature du chiffre, est-ce que tu sens, malgré tout, est-ce que tu perçois une évolution des femmes sur des postes de management des projets? Ça dépend si j'ai une journée où je suis optimiste ou pessimiste. Je pense que la progression, elle existe. Je la trouve très lente. Et comme je disais tout à l'heure, c'est presque chaotique. C'est-à-dire que dans certains domaines et dans certains postes, on ne trouve pas forcément ce qu'on a connu il y a 5 ans ou 10 ans. Et pas que dans le projet, hein, des femmes chefs de filiale, c'est chaotique, enfin, tout ce genre de choses. Donc, c'est la fragilité en fait, c'est la réflexion sur la fragilité, pourquoi on n'arrive pas à maintenir. Je pense qu'on y reviendra, hein, c'est toujours pareil, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, est-ce qu'il faut un petit peu aménager les cycles, etc. Mais véritablement, c'est ça que je ressens. Et c'est pas critiquer les campagnes. Au contraire, je pense que c'est super bien de se forcer un petit peu à dire on va aller chercher. Tant pis si on met. Alors je sais pas si on met des quotas, mais dire on va employer plus de femmes, on va recruter plus de femmes. Et ce que l'on est en train de semer aujourd'hui, dans 5 à 10 ans, on va probablement le récolter. Mais c'est comment maintenir cette dynamique et pas qu'elle soit comme ça en dents de scie. C'est un petit peu ça. Est-ce que cette dent de scie vient pas aussi du fait que ce sont des postes qui demandent beaucoup de mobilité? Alors, effectivement, en projet, on n'est pas gâté parce que il y a une vraie incertitude sur ce qui va se passer dans 6 mois quand on est sur un projet qui... D'abord, on ne sait pas si le projet il va être sanctionné, pas sanctionné. Ensuite, où il va se situer. Donc, il y a une incertitude géographique. Il n'y a pas du tout de saisonnalité. On ne bouge pas sur un projet le 15 août. Donc, tout ça n'a pas aidé en termes de mobilité. Alors après, moi, ce que je perçois, il y a plusieurs choses que je perçois. Un, c'est que c'est général. C'est-à-dire que, oui, on parle des femmes et de cette difficulté, mais les hommes sont touchés de la même manière. Et finalement, cette difficulté à faire bouger les gens, on la voit dans ces métiers qui nécessitent pas mal de déplacements. On commence à voir des hommes qui disent « je suis désolé, moi c'est plus possible ». Je me suis même amusé à me dire, tiens, il y a peut-être des statistiques, mais où tu as des enfants... Alors, en fait, quand tu n'as pas d'enfants, tu as envie d'y aller, mais tu peux avoir un conjoint qui n'a pas envie d'y aller. Après, il y a le lycée qui est une période extrêmement délicate, on ne veut plus y aller. Après, il y a peut-être une ouverture, et puis il y a les parents qui vieillissent. Donc, en clair, c'est compliqué. Nos vies sont devenues compliquées, et je crois qu'il faut qu'on trouve des moyens de s'adapter. C'est pas les gens qui vont soudainement enlever toutes ces contraintes. Donc oui, il y a des problématiques de mobilité et je suis convaincu qu'elles ne sont pas exclusivement chez les femmes, mais ça a détourné beaucoup de femmes sur ces sujets-là. Et il y a un problème probablement de réservoir, c'est qu'en fait, comme on n'a pas beaucoup de femmes, ce problème est exacerbé, je dirais, quand il s'agit de promouvoir, parce qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui se sont déplacées. J'étais peut-être un peu long, pardon. Oui, c'est clair. Et ça me fait rebondir sur Cécile, parce que du coup, elle est au cœur du réservoir. C'est ça. Comment tu perçois cette évolution? Du coup, Pierre, là où je voudrais rebondir, c'est que c'est vrai que là, tu parles des projets industriels complexes qu'on a, qui nécessitent de la mobilité, mais en fait, on voit que même au siège, c'est difficile à la création de la branche OneTech, du coup, à laquelle
on appartient tous les deux, qui est la branche d'ingénierie de Total, il y a eu, qui a été créée il y a 3 ans, il y a vraiment eu une volonté de mettre des femmes à des postes de management intermédiaire. Donc il y a eu une promotion de ces femmes. Et en fait, bon, chez Total, il y a des cycles d'environ 3 ans pour les mobilités. Et donc en fait, là, on s'est rendu compte cette année que finalement, les femmes ont été amenées à évoluer, changer de poste. Néanmoins, en fait, il y a eu de l'érosion. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont été remplacées par des hommes. Je n'ai pas les statistiques, malheureusement. Ce serait bien qu'on les obtienne. Mais les femmes ont été remplacées par des hommes et il n'y a pas eu du tout l'appel d'air attendu. Et donc, en fait, on retourne dans le train-train. Donc, c'est vrai, c'est ce que tu disais, c'est que c'est difficile à tenir dans le temps, même pour des postes sièges. Donc, qui sont par définition des postes accessibles à tout le monde, sans contrainte. Et c'est ça qui est inquiétant parce que du coup, on va retourner dans les mêmes travers de pour être femme, pour être manager en tant que femme, il faut encore prouver 2 fois plus. Et puis, on ne pense pas forcément à nous. Et voilà, c'est ça qui est dommage. Est-ce que ce constat est partagé dans les autres entreprises ? En tout cas, moi, ce que je peux partager, c'est que ce constat, où quand on se rend compte de ça et qu'on est dans une entreprise, c'est une des raisons pour lesquelles on la quitte quand on est une femme. Et on se dit que on ne va pas pouvoir aspirer à ce qu'on veut parce qu'il y a, pour plein de facteurs, qui ne sont pas que des facteurs de complexité de mobilité, comme vous le mentionnez, que ce soit sur des sièges, etc., on se rend compte que les conditions ne sont pas vraiment réunies. Et donc, plutôt que d'essayer de s'acharner sur une progression qui va être plus compliquée, on peut aller la chercher dans des entreprises qui, en tout cas, réussissent mieux dans la promotion et le maintien de l'accès aux femmes à des postes managériaux ou d'avoir des évolutions de carrière. Et toi, Carolina ? Dans Relay, en fait, nous sommes... Intéressamment, nous sommes 3 femmes dans l'Excom. On est très bien représentées, on est pas mal représentées. Et il y a aussi des femmes dans les postes de leadership importants. Désolée, c'est mon mari. Et, il est aux États-Unis en plus, donc je ne sais pas à quelle heure c'est. Oh là là, mais je suis désolée. Je ne sais pas comment... Ok, donc oui, dans Relay, on est très bien représenté par les femmes. Les femmes ont osé de prendre des postes de leadership stratégique. Et en fait, quand on fait des appels de candidature, on reçoit autant de candidatures femmes que d'hommes. Mais peut-être c'est aussi parce que Relay est dans cette transition énergétique, dans un business qui est pas du tout évident, plein d'incertitudes. Et du coup, voilà. Il faut être ouvert. Voilà, il faut être ouvert. Peut-être. Et alors, on a parlé de la place des femmes, on parle de leadership aussi au féminin. Est-ce qu'on peut parler de touche féminine en gestion de projet ? La question t'avait amusé déjà. Oui, alors c'est vrai que moi j'essaye de ne pas faire cette différence-là, pas cette différence homme-femme. Finalement, c'est très dépendant des caractères et des gens. Moi, ce en quoi je crois et je pense que est clé, qui est important, c'est l'écoute et la collaboration. Moi, en tout cas, ce que j'essaye de faire, après, c'est ma manière de faire, mais voilà, c'est d'être assez inclusive, c'est d'être à l'écoute des gens, de leurs idées, agréger ces idées et ensuite les valoriser. C'est vraiment le but, finalement, je pense, de mon métier. Et c'est là-dessus qu'on progresse, en fait. Et après, un exemple, en fait, justement, quand on a créé l'équipe hydrogène chez Total, donc c'est vrai que l'hydrogène était utilisé dans nos raffineries, mais on ne le produisait plus. Et donc, il a fallu tout réapprendre, tout recréer. Et ma manager de l'époque, qui a donc recréé l'équipe, elle a vraiment créé un réseau. Elle a mis toutes les disciplines ensemble, avec le business, à réfléchir, à travailler sur des roadmaps techno. Tout était ouvert, on partageait toute l'information en transparence, une étroite collaboration, c'était super. En 2 ans, on a réappris énormément. Et puis, elle a changé de poste. Et donc, quelqu'un d'autre est arrivé. Et malheureusement, tout ça, ça n'a pas perduré. Donc, on a recréé les silos.
Et en fait, on a vécu un peu une parenthèse dorée, qui n'est pas toujours le cas chez Total, hein, de vraiment, et on a vu l'effet de ce travail tous ensemble et de cette écoute pour progresser. Donc, après, je ne pense pas que ce soit une question de genre. Très personne dépendant. Je pense que c'est plutôt les personnes, en fait. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je ne dis pas que c'est le genre. Mais voilà, ça, c'est une qualité de leadership. Et donc, ce qui est intéressant dans les projets complexes et d'innovation, les projets de transformation, c'est ça, c'est de réussir à rassembler les différentes compétences, à aligner tout le monde dans une même direction et à faire travailler tout le monde ensemble. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on a des beaux succès et voilà, qu'on a un impact positif dans nos projets. Et là, je te rejoins complètement, puisque voilà, moi, mon touche féminin dans mon leadership, dans tout ce qui est projet complexe, hydrogène vert, innovation, etc., c'est la vulnérabilité. Et vulnérabilité, je ne vais pas dire pleurer dans les salles de réunion, mais plus vraiment être honnête et dire quand je ne sais pas, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que moi, je suis là pour créer de la valeur, pour aider, aidez-moi pour réussir ça ensemble. Et franchement, quand je mets ça sur la table, les gens s'ouvrent et ils ont envie de collaborer et ils se permettent aussi de se sentir en fait en sécurité, dans un espace de sécurité, pour dire « Ah, en fait, si je ne sais pas, je peux aussi dire je ne sais pas. Et donc, quelqu'un d'autre va m'aider. » Et cet espace de sécurité, en fait, promouvoit beaucoup la collaboration, comme tu disais, avec ton ancienne chef. C'est ce qu'elle a créé, c'est cet espace de collaboration dans lequel les gens ont envie de partager. Et c'est comme ça que l'innovation se crée, puisque dans l'innovation, on a toujours besoin d'être hors de notre zone de confort, de se challenger, se confronter, de se permettre de dire des choses très bizarres l'un à l'autre et de se faire questionner, d'échanger. Donc, vulnérabilité. Et alors, quand on change d'entreprise, donc je comprends que c'est un moyen de gagner sa légitimité quand on change d'entreprise. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être que tu peux partager, Bérénice? Oui, c'est vrai que l'innovation plus les impacts positifs, ça fait beaucoup d'incertitudes. Et donc, c'est vrai que la légitimité, notamment, c'est un véritable enjeu. Par définition, l'innovation, c'est incertain, c'est complexe, on est dans plein de choses qu'on ne maîtrise pas forcément toujours très bien, nous, mais nos décideurs non plus, hein, donc il faut vraiment arriver à montrer qu'on sait où on va, même si on n'en a pas vraiment idée, mais en tout cas qu'on y va de manière affirmée et qu'on sait qu'on va y arriver avec la collaboration et toutes ces phases d'exploration. Quand on rajoute la partie alors de décarbonation ou d'impact positif d'environnement, c'est aussi des choses avec lesquelles les décideurs ne sont pas forcément toujours très à l'aise. On est très à l'aise avec les opérations, on est très à l'aise avec les chiffres de la finance, on est beaucoup moins à l'aise avec l'innovation et avec les chiffres de l'environnement et de la biodiversité ou des SDGs. Enfin, voilà. Donc tout ça fait qu'on est dans une double complexité très difficile à faire appréhender et ça peut être très facile de perdre en légitimité ou qu'on ne nous écoute pas vraiment ou de ne pas rassurer là-dessus. Donc c'est fondamental de construire une légitimité autour de ça, de rassurer sur le process, la raison pour laquelle on va faire ces exercices-là, conduire ces exercices-là avec méthode, avec des choses qui ont fait leurs preuves, avec rigueur, avec une méthode scientifique voilà, qui marche également, et aussi des systèmes de comptabilité. Hein. La comptabilité carbone, par exemple, c'est un système qui est, tout comme le système financier, qui a aussi des enjeux importants. Et donc, il faut pouvoir expliquer. En étant une femme, il y a peut-être un côté où on est moins écouté ou moins entendu. Et donc ça, il faut aussi en avoir conscience et le savoir. Puisque, encore une fois, ça se rajoute à la... C'est pas qu'on a moins de choses à dire, hein, mais c'est... voilà. Et donc, voilà, il n'y a pas de compétences particulières, mais il faut, en tout cas, en avoir conscience pour pouvoir construire cette légitimité. Voilà. Et l'image qu'on renvoie, la force de conviction, va créer les conditions de leadership pour pouvoir aller là-dedans. Et c'est là où je rejoins ce que je disais au tout début, la légitimité qu'on peut construire en début de carrière en ayant eu une expérience industrielle dans des pays différents, sur des systèmes différents. Ça, en fait, ça sert énormément après pour arriver sur ces sujets-là et dire
je sais de quoi je parle, faites-moi confiance et avancez. Et j'ai la méthode et j'ai la pratique Exactement. pour pouvoir avancer. Ouais, ouais. Pierre, est-ce que tu as un mot, toi, Ah. quelques mots Oui. sur le leadership? En fait, moi, j'entends écoute, j'entends vulnérabilité, et j'entends légitimité. Donc, on voit des choses qui sont quand même sacrément différentes. Moi, philosophiquement, j'ai du mal à dire que le leadership est genré, parce que je crois qu'on est tous un petit peu les héritiers ou les victimes parfois de ce qu'on a connu. Et quand on a eu je dirais, une hiérarchie bienveillante, intelligente, qui vous a fait confiance, bah, vous allez faire confiance. Enfin, je crois qu'on reproduit ces schémas. Là où ça devient terrible, c'est quand il n'y a pas de confiance, donc il faut faire ses preuves et on n'est pas entendu et tout ça. Donc moi, c'est un petit peu ce que je retiens de cette notion-là. Après, moi, ce que je vois aussi, c'est la diversité finalement, et que on a besoin d'avoir des groupes qui sont issus d'origines différentes, parce que la diversité, c'est vraiment tout style confondu. C'est là où ça devient riche, et les talents de pouvoir faire voyager tous ces gens-là vers une solution qu'on n'a peut-être pas encore perçue, parce qu'elle est à définir et à créer. Donc, moi, sur les projets que je connais, ce que je comprends, moi, c'est que ça devient de plus en plus complexe. Ce qu'on a connu il y a 20 ans, ben, on a toujours les mêmes problèmes, plus plein d'autres trucs. Donc, sur l'environnement, sur les aspects sociétaux, sur l'acceptabilité, sur le reporting. Enfin, et donc, oui, on a de plus en plus de complexité, et je crois qu'il faut avoir des personnes qui se retrouvent comme ça à devoir affronter des choses un petit peu différentes. Alors, c'est peut-être ça qu'on retrouve. Et ce côté, je ne sais pas, moi j'aime bien, et je vais arrêter là, mais j'entends trop souvent des femmes qui expriment leurs doutes avec intelligence, et des hommes qui semblent ne pas en avoir. Et là, j'ai un doute sur leur vraie capacité. Donc, c'est bien. Enfin, je pense que c'est le leadership par l'exemple. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, on va pouvoir travailler ensemble. Donc, c'est peut-être de ce vécu qui est parfois une difficulté, on en tire un avantage. C'est intéressant. Et tu parles de vécu, vous parlez d'expérience. Qu'est-ce qui était déterminant dans votre évolution, finalement? Qu'est-ce qui vous a aidé aujourd'hui? Carolina, peut-être? Ah, ok. Bon, moi, je peux dire d'abord, c'est les valeurs que mes parents m'ont partagées dès tout début. Deux choses, optimisme et empathie. Donc, optimiste, c'est toujours regarder le verre moitié plein. Est-ce que ça se dit en français? Ouais, c'est ça. Oui. Et aussi aller chercher des opportunités et regarder en fait des choses qui se passent en tant qu'opportunité. Donc ça, c'est la partie optimisme que je retiens tout le temps, et vraiment cette capacité d'aller chercher des opportunités et regarder des choses comme des opportunités. Et l'empathie, c'est la partie où on est vraiment... On veut être bienveillant, on veut être intéressé, on est curieux de notre entourage, des gens qui travaillent autour de nous, et on a envie de contribuer, de donner de la valeur dans le groupe. Après, en tant que déterminant dans mon évolution, je me fais beaucoup aider par le mentorat aussi. Donc, mon premier mentor, c'est ma mère, qui me mentor toujours jusqu'à aujourd'hui. J'ai aussi eu plusieurs mentors, femmes et hommes, assez divers d'ailleurs dans ma progression de carrière. Les mentors femmes, souvent, sont très bienveillants dans l'harmonisation de ma progression. Et les mentors hommes sont ceux qui me poussent le plus dans ma progression de carrière. Et d'ailleurs, mon dernier mentor, c'était un mentor de Oui Evolène, dont je fais un peu la pub. Il m'a beaucoup accompagnée dans ma transition de carrière, et j'ai réussi à franchir pas mal de choses avec le mentorat. Donc, c'est quelque chose que je conseille toujours aux collègues et aux autres d'utiliser, puisque ça donne cette perspective riche de diversité, en fait, à travers les expériences des autres. Et le troisième et dernier, c'est le réseau. En fait, le réseau, j'ai vraiment appris la valeur du réseau quand j'ai vécu aux États-Unis. Déjà, ça m'a aidé à trouver du travail, mais c'est aussi beaucoup plus riche que ça, parce que le réseau, ça donne cette diversité de perspectives qui nous permet en fait à servir en tant que
sounding board, comment tu dis ça en français? Un moyen de discuter, un effet miroir. Voilà, ça, de faire des réflexions ensemble avec ton réseau, avec des gens bienveillants autour de toi pour améliorer ta prise de décision. Donc voilà. Merci. Pour moi. Cécile, toi, je vais rebondir. Tu as été mentorée. Voilà, sur le mentorat. Mon expérience, c'est il y a 5 ans, j'étais en mobilité, j'avais envie de changement, envie de progresser. Et chez Total, ça a été un moment clé, ça a été le début du job posting. Donc avant, dans l'ancien système, notre gestionnaire de carrière nous disait pour ton prochain poste, Cécile, je te vois là. Ah, c'est dommage, moi je me voyais là. Donc, et on n'avait forcément pas vraiment de transparence. C'était géré dans les métiers. Moi, mon métier, c'était les opérations dans l'oil and gas. Donc voilà, j'avais envie de faire autre chose. Et donc le job posting, c'était la publication de tous les postes. Tous les postes en mobilité et la possibilité de postuler à ceux qui nous intéressaient, n'importe quel domaine. Donc voilà, c'était le champ des possibles était ouvert, une opportunité vraiment d'aller voir ailleurs, de faire d'autres choses, mais également pas forcément les clés, ou en tout cas pas toutes les clés pour postuler quand même aux bonnes offres, fallait une réflexion en fait associée à ce système. Et donc grâce à Twice, j'ai été mentorée par une mentor d'une autre branche qui travaillait dans l'innovation, qui était une mentor vraiment qui avait beaucoup d'expérience et de grande qualité. Et je la remercie encore parce qu'on a beaucoup travaillé toutes les deux. Donc elle m'a donné, on a travaillé la connaissance de soi, mes envies, là où je voulais aller. On a travaillé tout ça et voilà, ça m'a vraiment aidée à identifier ce que je voulais faire et quelles étaient mes forces. Et connaître ses forces, c'est savoir oser derrière. Savoir oser dire, moi, je peux le faire. Donc voilà. Et puis après, ce qui m'aide aussi, et ça, c'est un peu plus au quotidien, c'est de cultiver aussi au sein de l'entreprise des liens de confiance avec d'autres managers ou avec des pairs aussi pour, dans les moments de doute, parfois, ça arrive. S'y référer, échanger. Et puis toujours, grâce à tout ça... ça m'aide et j'ose plus maintenant. Je pense que c'est hyper important parce que tout à l'heure, tu parlais de l'intelligence collective dans le milieu professionnel, mais en fait, je pense que quand on est pour s'occuper de soi, on va dire, de sa carrière, de là où on veut aller, c'est aussi important de mettre ça en œuvre et d'être très entouré. Je pense que c'est un des points communs qu'on a, c'est qu'on a toujours été très entouré, que ce soit par nos proches, notre famille, que ce soit aussi par du mentorat, du coaching aussi. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qu'il peut être bon à des moments donnés de se faire coacher ou de se faire accompagner. Et puis les amis aussi, c'est-à-dire que moi, certains de mes changements de poste se sont faits parce que je me suis inspirée d'une de mes amies qui avait fait un changement de poste. Je me suis dit, tiens, je vais faire comme ma copine. Et en fait, ça donne aussi des idées, une légitimité. Et tout cet entourage est hyper important. Je pense qu'on n'y pense pas forcément. Et accepter de partager, de se faire accompagner, c'est vraiment très, très important. Et je pense que ça a été... je partage une des clés de notre capacité, en tout cas, à évoluer vers quelque chose qui nous correspond et qui nous fait envie. On a beaucoup parlé tout à l'heure des programmes qui visent à promouvoir les femmes. On en a un peu moins parlé là. Dans les éléments, on parlait plus de l'entourage, etc. Cela dit, il y a quand même les programmes de mentorat. Est-ce que, finalement, les programmes de promotion spécifiques ne vont pas générer un risque de déstabilisation et de mécontentement en interne parce qu'on favorise une partie des personnes par rapport aux autres. C'est une question facile. En fait, pour être très simple, parce qu'en fait, c'est pas les programmes de mentorat qui déstabilisent. C'est simplement quand on commence à se fixer des objectifs qui sont dits sans être dits. Là, vous commencez à toucher une situation assez difficile parce que est-ce que je suis là, moi, en tant que femme ou en tant que, professionnel c'est toute la légitimité, on en a parlé à plusieurs reprises. Et moi, mon raisonnement est très simple. Il faut un petit peu forcer le système. Mais pourquoi forcer le système ? C'est pas mettre des gens incompétents avec un grand plaisir. Parce que s'il y a personne, il y a personne. La bonne nouvelle, c'est que ça vous force à chercher. Et moi, personnellement, je me suis mis dans cette situation où, quand on te dit, ça serait peut-être mieux que... Alors, tu dis, ouais, m'emmerde.
Et puis à un moment donné, vous vous dites, ouais, ça ouvre quand même un peu votre réflexion. Ça force à réfléchir, voilà, à creuser. Voilà. Et donc ça, je trouve que c'est excellent. C'est vraiment la bonne chose. Mais encore une fois, il faut savoir dire à un moment donné, bah, j'ai pas ce fameux réservoir, donc je peux pas faire cette promotion. Et je veux pas griller la personne. Il faudra que cette personne passe par un autre poste. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et le deuxième point, pour les esprits chagrins, éventuellement masculins, c'est de leur dire, il y a quand même des choses que réfléchissez un instant, les batailles des femmes deviennent les vôtres. Et le sujet de l'équilibre vie pro et vie personnelle, c'est un sujet qu'on n'abordait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Je n'aurais jamais dit, vous savez, ma femme, elle n'est pas très contente de partir là, machin. Là, on est alliés, enfin, je veux dire. Et donc, il faut que certains hommes se rendent compte que c'est des avancées, finalement, globales, qui bénéficient à tout le monde, quoi. Voilà. Et ça, cet équilibre vie pro, vie perso, vous le vivez comment, peut-être Bérénice? Déjà, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est une question qui est extrêmement intime. L'équilibre vie pro, vie perso va pas être le même pour chacun et chacune. Donc par contre, c'est très très important de connaître son besoin, son équilibre et sa situation, d'être très lucide sur sa situation. On peut pas tout faire à tout moment. On peut pas, voilà. Donc il y a aussi une réalité à avoir. Et puis c'est un fait. Après, ça n'empêche pas de faire des choses en termes de carrière. Et donc voilà. Mais c'est des moments de disponibilité aussi, une carrière, et ça se construit sur ces moments-là. Et puis il y a des moments où on peut être moins disponible. Et puis il faut en avoir conscience. Et ça n'empêche pas de continuer à progresser. Mais voilà. Tout le monde a une vie perso. Alors, il y en a qui dédient plus de temps où il y a plus de contraintes, etc. Mais voilà, et donc c'est important de l'avoir en tête. C'est vraiment un élément fondamental et qu'on soit, voilà, quelle que soit la raison, mais c'est vraiment fondamental. Et effectivement, du coup, c'est vrai que moi, je vois au sein de l'entreprise, il y a une sensibilisation quand même depuis plusieurs années à cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle, éviter que du coup le professionnel empiète trop sur la vie de famille, sur tout ça. Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est assez respecté. Après, ça dépend toujours je dirais, des interactions avec le top management, par exemple, où là, bah, effectivement, il y a des moments où quand on va présenter un sujet, qu'on va passer toute la gouvernance de l'entreprise, bon, bah, voilà, c'est les slides, c'est les revues, c'est tout ça. Il y a des moments, en fait, où on va devoir, quelque part, être peut-être moins disponible pour le perso, mais si ça reste des moments, que le quotidien n'est pas comme ça, ça s'organise, en fait. Et je pense que les entreprises maintenant aussi le prennent en compte. Voilà, le prennent en compte. Et ça, c'est vrai pour tout le monde finalement. Oui, que ce soit exactement. Si je peux rajouter juste un élément là-dessus, c'est que ce qui est aussi extrêmement important, c'est de le dire. Parce que comme la vie perso est par définition propre à chacun, c'est aussi très important de dire je suis disponible, je ne suis pas disponible. Pas besoin de raconter tout en détail, mais de dire je peux partir en mobilité, je ne veux pas partir dans certains pays pour telle raison. Voilà. Donc c'est hyper important de le dire. Et c'est encore plus important de décorréler ce qu'on veut et ce qu'on peut. J'en ai un exemple. Il y a quelques temps, j'avais dit à mon chef, je lui ai dit j'ai très envie de partir à l'étranger sur des postes opérationnels, mais je ne peux pas. Et de lui expliquer pourquoi. Parce que à partir du moment où on lui dit je veux faire ça, mais ça n'est pas possible et voilà la raison, c'est beaucoup plus facile de trouver une solution, enfin en tout cas sur ce qu'il est possible de faire, voilà, qu'on ne va pas forcer quelqu'un à faire un truc qu'il n'a pas envie de faire. Donc c'est très important de décorréler les deux et d'être très transparent, parce que c'est aussi donner les outils à des entreprises qui ont envie de vous accompagner sur ce qu'il est possible et par rapport à vos envies. Donc c'est vraiment quelque chose... malentendus aussi. Mais c'est hyper important de pouvoir le partager. Et je pense que ça aide aussi pour construire des carrières et les accompagner. Je vais peut-être juste donner un exemple, parce que je pense j'ai eu une situation comme ça où j'ai une collaboratrice qui faisait un drôle de voyage pour aller en Arabie Saoudite et je ne le comprenais pas, son voyage. Donc et puis elle était vraiment gênée. Puis au bout d'un moment, j'ai compris qu'elle allaitait.
et qu'en fait, il y avait un problème de tirage de lait pour son voyage. Et je lui dis, mais il fallait me le dire, mais comme tu dis, c'est quand même super intime, quoi. Donc, c'est comment arriver à trouver des moyens pour dire oui, bah, faut savoir un certain nombre de choses, mais que nous, l'entreprise, sachions accueillir des cas de figure qui n'étaient pas forcément envisagés. Donc c'est pour moi, c'est l'adaptation. Enfin, notre société, et peut-être avec les outils qui sont peut-être plus intéressants aujourd'hui qu'hier, on doit pouvoir s'adapter à cette problématique. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Très bien. Alors on arrive à la fin de ces échanges. Ça passe assez vite. Quels conseils vous donneriez à celles et ceux qui veulent s'engager dans une voie comme la vôtre? Alors Bérénice a déjà donné quelques conseils à l'instant. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voudriez partager? Peut-être Pierre? Oui, je veux bien. Dans la continuité. Non, mais c'est le fameux... Enfin, vivez vos rêves et ne vous auto-limitez pas, quoi. C'est vraiment ça. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec toi. C'est le nombre de femmes qui se disent mais ça je sais pas faire, ou j'ai pas maîtrisé tout ça, mais et les hommes n'ont pas ces scrupules. Donc vraiment c'est donner, voilà, projetez-vous, et l'autre, on en a déjà parlé, hein, c'est faites-vous aider, dans le sens où il y a un réseau, il y a de la bienveillance, il y a les peers, il y a des gens qui ont les rôles modèles, des gens qui ont fait des choses un petit peu équivalentes, qui ont aussi parlé des difficultés, des échecs éventuels. Mais voilà, c'est ces deux choses-là, c'est pas se limiter a priori et se faire accompagner. Et les gens ont envie d'aider, en fait. Les boîtes sont... Les gens sont généreux. Enfin, je crois qu'ils ont vraiment envie de partager. Merci. Cécile? Moi, 3 mots, enfin un peu plus, mais donc ce que j'ai déjà dit, hein, c'est vraiment connaître ses forces, avoir des alliés et oser y aller. Et oser y aller, je partage vraiment avec toi. Donc déjà, oser à demander pour une opportunité. Et quand l'opportunité arrive, en fait, oser de le prendre. Et voilà, des fois, il y a des opportunités qui ne sont pas évidentes. Des positions transverses ou quelque chose avec plein d'inconnus. On ne sait pas comment faire, mais oser le faire. Et deuxième point, c'est vraiment prendre le temps pour réfléchir. Je veux dire, prendre du recul pour avoir une réflexion sur les décisions qu'on a prises, les actions qu'on a faites, et aussi où est-ce qu'on va aller et comment est-ce qu'on peut y arriver. Et par là, je veux dire, si on veut arriver quelque part et on n'a pas la capacité, on ne connaît pas encore, on n'a pas toutes les cartes, bah, il faut aller chercher ces cartes et oser demander pour aller chercher les cartes. Je suis complètement alignée avec ça. C'est de dire, on m'avait dit une fois, et je trouve que l'image est assez juste, à chaque fois qu'on va prendre un poste ou qu'on va faire quelque chose dans une carrière, on m'a dit, qu'est-ce que tu rajoutes dans ta valise? Et le but, c'est que ta valise, à la fin, elle soit prête pour le voyage que tu as envie de faire toi. Et donc, qu'est-ce que tu vas rajouter à chaque fois dans ta valise quand tu vas faire quelque chose? Et c'est important de aussi se poser la question de ce qu'on va apporter à un poste, à une entreprise, mais aussi ce que ce poste va nous apporter. Et donc, c'est de continuer à apprendre par le métier qu'on va faire, par les gens qu'on va rencontrer, par tout ça. Et puis aussi de continuer de se former tout le temps. Moi, j'ai beaucoup de formations qui m'ont énormément apprises, et donc notamment sur le leadership, la prise de parole, le marketing de soi. C'est important de prendre conscience de ce que les gens perçoivent de nous et comment est-ce qu'on peut avoir une influence sur cette image-là. Donc ça, c'est très important de réfléchir sur soi également, d'apprendre à le faire, de prendre ce recul-là pour bien avancer. Voilà, j'ai fait aussi des formations en négociation salariale pour les femmes notamment, et je vous assure que c'est un très bon investissement. Se poser la question sur sa propre valeur, et c'est vraiment je pense le critère fondamental pour pouvoir avoir une légitimité entre guillemets naturelle, voilà, et pour avoir conscience de l'image qu'on a et qu'on peut renvoyer, parce que ça aide énormément de savoir le travailler après, d'en prendre conscience. Bien. Eh bien, merci pour ce partage. Ce que je vous propose, il nous reste quelques minutes, c'est de laisser la place à des questions dans la salle. Je sais pas qui a une première question. Ouais. Donc peut-être lance. Si. Stéphanie. Stéphanie Le Doran, Total Énergie aussi. Une question sur le pourcentage, donc les chiffres que tu as annoncé, Pierre. Quand on voit que dans les écoles d'ingénieurs ou les sorties
sortie de bac, le taux de filles qui partent sur des carrières, sur un cursus de formation scientifique baisse depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau industriel pour rebooster l'intérêt pour ces parcours, en fait, pour ces formations? Parce que là, on va avoir un creux qui va arriver, qu'on va avoir pendant 30 ans, quoi. C'est le réservoir. En fait, c'est vrai que ça commence pratiquement au collège, hein, et ensuite au lycée. Enfin, je veux dire, c'est des approches qui doivent être coordonnées très en amont, et on sème, et à la fin, on récolte. Ça, c'est le premier point. Il y a un autre point alors, qu'il faut aussi prendre en considération, c'est qu'on est ouvert à l'international. Hein, et c'est ce que tu décris n'est pas forcément la même chose partout. Il y a des pays qui ont su, pour diverses raisons, avoir un réservoir de femmes dans les métiers techniques, et on les retrouve en fait pas mal dans les campagnes de recrutement. Alors je sais pas que, enfin, il faut les deux, quoi. Mais aujourd'hui, à l'international, on arrive à trouver des femmes qui ont des super cursus. Hein. Brigitte Vonneman, énergie de la mer, donc c'est un peu loin des énergies fossiles. Enfin, on est très proche d'un renouveau. Il y a une chose qui m'a beaucoup intéressée. Vous avez dit que les femmes prenaient des risques en prenant des métiers qui étaient des métiers nouveaux. Et j'ai trouvé ça une remarque très fine, dite très doucement. Je ne sais pas si c'est prendre des risques, mais peut-être qu'on est assez à l'aise avec, je dirais, l'incertitude et le manque de définition. C'est ça, oui. Et que du coup, défricher des sujets qui, voilà, pour lesquels tout n'est pas codifié et où il y a beaucoup de choses à inventer, enfin, je sais pas, on est un peu pareil, ça ne nous fait pas peur. Tout le monde est moins confortable, on est tous pas confortables, donc allons-y. Allons-y, voilà. Et puis après, cet aspect d'écoute, cet aspect de... On met toutes les forces en présence et on y va. Il n'y a pas des gens qui ont des certitudes et qui bloquent, en fait. Ça ne marchera pas. Donc, en fait, là, il faut garder de l'ouverture d'esprit. Et, bon, peut-être que ça, en tout cas, ça nous caractérise. Je vais rebondir sur ce point de risque, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou justement pour percer dans des professions, je dirais, dominantes masculines, en étant femme, il faut savoir encore accepter toujours les postes que les hommes ne veulent pas? Et derrière ça, j'ai mis la notion de risque pour la carrière, parce que c'est des sujets qui sont délaissés parce que risqués. Perso, je l'ai pas senti. Moi, je l'ai pas senti, ça, d'avoir des postes que les hommes auraient refusés. En tant qu'homme, est-ce que tu peux nous dire quel type de poste les hommes ne veulent pas? J'ai des femmes qui sont prêtes à aller au Nigeria et des hommes qui sont prêts à ne pas y aller, et inversement. Non, j'ai pas cet exemple-là en tête. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas les statistiques qui le révéleraient. Hein. Non, mais en revanche, et je fais référence à une conversation qu'on a eue il n'y a pas très longtemps avec Carolina, on s'est rendu compte quand même que dans nos parcours, là où on a pu vraiment cranter quelque chose, c'est sur des postes où on n'était pas du tout attendu. Alors, c'est pas forcément des postes que les hommes ne voulaient pas, mais c'était des postes qui, a priori, n'avaient pas un grand intérêt et que nous, on a pris parce qu'on avait, à ce moment-là, c'était pour nous un bon compromis ou quelque chose qui nous intéressait, etc. Et c'est, par exemple, et c'est sur ces postes-là qu'on a pu vraiment, finalement, faire une différence. Et les gens se sont dit, ah oui, finalement, on n'attendait pas grand-chose, mais elles en ont fait beaucoup. Et donc, c'est ça aussi qui permet, à un moment donné, de faire cette bascule. Alors, est-ce que c'est une stratégie consciente, inconsciente? Est-ce que c'est une opportunité, comme tout le monde peut en avoir? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on s'était rendu compte de ce, en tout cas, point d'inflexion commun dans nos carrières. Et voilà. Donc... bonne réflexion. Ouais. Non, mais c'est une... Ouais. Une dernière question. Alors, qu'est-ce que, finalement, vous auriez fait différemment, finalement? Cécile? Alors, du coup, moi, j'aurais pas fait différemment. Je sais pas si je suis bon exemple. Mais j'aurais pas fait différemment dans le sens où,
En fait, bon, j'ai démarré ma carrière chez Total, voilà, les grands projets industriels, les opérations, j'aimais ça. J'ai été sur site dans différents pays, voilà, j'ai été sur site au Yémen où j'étais la seule femme, mais tout ça, quelque part, ça m'a construite aussi. Et là où je suis maintenant, c'est grâce à toutes ces expériences. Donc après, j'ai eu envie de changer, d'apprendre de nouvelles choses, de me dire aussi, bah voilà, quels sont les défis de demain, comment je peux y travailler. Et donc, c'est vrai que bah, c'est aussi l'opportunité dans mon entreprise, c'est qu'on peut... on peut travailler, on peut avoir ces évolutions. Donc non, je ne changerai rien. J'ai l'impression d'être à ma place en ce moment. Pareil, je suis contente où je suis, donc c'est pas une question très facile. Je sais pas ce que je changerais. Alors, peut-être certaines choses que j'aurais fait peut-être un peu plus tôt, notamment de piloter un petit peu ce que j'avais vraiment envie de faire et d'essayer de me poser ces questions-là un petit peu en amont voilà. Alors, on nous la pose dans la question quand on rentre, on nous dit tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans, bon, on est là, pas trop, à peu près par là. Bon, voilà. mais voilà, j'aurais peut-être quand même un petit peu plus questionné ça, et notamment avec cette question j'aurais été entre guillemets plus égoïste de qu'est-ce que ça m'apporte à moi pour plus piloter et choisir les postes. Et il y a peut-être des choses que j'aurais pas fait, ou en tout cas choisir de faire différemment pour vraiment que ça me serve un petit peu plus à moi. Voilà, c'est peut-être la seule chose que j'aurais fait différemment, mais globalement, voilà. Est-ce qu'on peut dire que les femmes font moins de plans de carrière que les hommes? Peut-être, oui. Pierre peut plus le dire, il est confronté à plus de... Ouais, une anecdote, vous allez... vous proposez un poste, mais ça m'est arrivé souvent, à un homme, et il vous demande quel sera le suivant. Déjà. Donc il a déjà... c'est pas une question qui m'a été souvent posée par une femme, voilà, par exemple. Est-ce que vous avez un décalage avec la jeune génération de femmes qui sortent d'école, stagiaires, apprentis ou nouvelles embauchées, un décalage par rapport à vous en termes d'état d'esprit? Bonne question. Femmes, je sais pas, mais les jeunes en général. Moi, quand je sortais d'école, la seule envie que j'avais, c'était d'aller sur chantier pour vraiment voir du concret. Mais aujourd'hui, apparemment, c'est dur de les faire sortir c'est plus sur business. Mais pas de discrimination femmes ou hommes. C'est plus l'âge que le genre. Ouais. Il y a un gros... En fait, on ne se rend pas compte, mais on n'est pas sur la même planète. Et donc, il faut l'intégrer, comme plein de choses, parce qu'on ne parle pas le même langage, quoi, à tout point de vue. Après, je pense qu'il faudrait porter le regard, et donc là, je me tourne peut-être plutôt vers une Geneviève qui nous a vu grandir. Si finalement, les jeunes d'aujourd'hui, on n'était pas les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui, nous, il y a 15 ans. Non, mais quand je dis ça, c'est que moi, quand j'ai démarré à travailler, je croyais absolument pas au fait qu'il y avait une différence de perception, qu'il pouvait y avoir un plafond de verre, qu'un congé mat, ça pouvait jouer sur une carrière, qu'on n'allait pas être perçu de la même façon, que les gens allaient s'adresser à nous pas de la même façon, qu'on n'aurait pas la même expérience en tant que femme dans l'univers professionnel qu'un homme, qu'on n'allait pas nous proposer les mêmes choses, qu'on n'allait pas... voilà. Tout ça, j'y croyais pas du tout quand j'ai commencé. Donc, voilà, au contraire, je me disais, bon, ça va, c'est bon, on n'est plus dans les années 90. Bon, voilà. Et en vrai, en fait, voilà. Donc, est-ce que celles d'aujourd'hui n'ont pas forcément... les jeunes, globalement, sont différents, mais les jeunes femmes n'ont pas du tout conscience et se disent, non, mais c'est bon... c'est d'un autre temps, c'est fini, on n'a plus ce problème-là, etc. Je sais pas. C'est une vraie bonne question là-dessus, mais je pense que... Moi, j'ai été agréablement surprise par des jeunes femmes que j'ai eues dans mes équipes ou que j'ai recrutées, et pour certaines qui étaient, je trouve, justement, très conscientes de ça, et très... qui étaient... moi, j'avais trouvé, en tout cas, plus mûres ou matures sur... la priorisation de leur carrière, où est-ce qu'elles veulent aller, comment elles vont y aller, etc., etc. Donc, un peu mitigé, quoi. Voilà. Je suis pas sûre que les nouvelles générations soient plus ou moins que nous, mais bon. On verra. Alors, je suis désolé, mais la conférence touche à sa fin. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est poursuivre la discussion autour de cocktails. Voilà, donc merci beaucoup à tous les quatre d'avoir partagé sur ce vaste sujet. Je pense qu'il y a merci Alexandre. Merci Alexandre. Donc j'espère que cette conférence vous aura inspiré, que vous aurez pris autant de plaisir que nous on en a eu
à la présenter, à l'animer. Voilà, donc merci de vous être déplacés dans nos locaux. Bon cocktail. Merci aussi à ceux à distance qui nous suivent, qui malheureusement ne pourront pas y participer. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir. Donc bon cocktail et puis belle discussion à chacun. Merci. Merci.